Un soldat rentra chez lui un soir et trouva son fils recroquevillé, endormi, dans le couloir, juste devant sa propre maison. Ce qu'il serrait dans ses mains le fit pleurer. Personne n'ouvrit la porte ce soir-là. Où était la mère du garçon, et pourquoi l'enfant murmura-t-il quelque chose qui fit baisser la tête même au juge? La nuit d'automne était tombée, apportant un froid mordant qui s'infiltrait à travers les feuilles. Dans la petite ville tranquille d'Oak Creek, tout avait sombré dans sa quiétude habituelle. Un pâle clair de lune se répandait sur le vieux chemin pavé qui ramenait Daniel Carter à l'endroit qu'il appelait autrefois sa maison. Son vieux pick-up, le même qu'il avait ramené de son unité, s'arrêta devant la maison au toit rouge où il avait laissé son cœur 3 ans auparavant. La lumière du porche était toujours allumée, une petite lueur dans la nuit qui fit Daniel marquer une pause. 3 ans, et enfin il était chez lui. Pas d'appel téléphonique, pas d'avertissement. Il avait espéré une douce surprise, des retrouvailles inopinées, calmes et simples. Il voulait juste revoir sa femme, Laura, et leur petit garçon, Noah. Daniel coupa le moteur et sortit. Son uniforme portait encore des traces de métal, de poudre à canon et du temps. Jetant son sac de sport sur son épaule, il jeta un coup d'œil aux fenêtres familières. Les pots de fleurs sur le porche étaient toujours arrosés. L'herbe le long de l'allée avait été coupée. Tout semblait normal. Mais alors il s'arrêta. Son cœur se serra. Quelque chose n'allait pas. Là, sur les marches du porche, sous la douce lumière du porche, se trouvait une petite silhouette recroquevillée, la tête reposant contre un sac à dos en forme de dinosaure. Daniel accéléra, le cœur battant. Ce petit garçon, c'était Noah. Il tomba à genoux. Noah dormait, vêtu d'une fine veste, de chaussures usées, ses petites mains agrippant quelque chose fermement. C'était une petite clé en bois, la même clé jouet que Daniel lui avait appris à fabriquer quand il était petit. Il avait l'habitude de plaisanter, c'est la clé de notre maison, mon fils. Où que tu sois, tu trouveras toujours le chemin du retour. Noah, murmura Daniel en le secouant doucement. Les yeux bruns de Noah s'ouvrirent lentement, confus, groggy. Puis, quand il vit le visage de son père, le garçon s'assit droit. « Papa, c'est vraiment toi ?» Daniel sourit, sa voix tremblante. « C'est moi, mon grand. » Noah jeta ses bras autour du cou de son père. Son petit corps tremblait, glacé alors qu'il s'accrochait à son père. Noah murmura, « Je n'avais pas de clé. Maman est allée dîner avec oncle Ethan. Je pensais qu'elle serait de retour avant que je m'endorme. J'ai attendu, mais elle a dit, je suis un grand garçon maintenant, je devrais apprendre à attendre. » Daniel ne répondit pas. Son esprit s'emballa. Ethan? Qui était Ethan? Pourquoi son fils dormait-il dehors par une nuit aussi froide? Il prit Noah dans ses bras et se précipita vers la porte d'entrée. Toujours verrouillée. Daniel sonna. Aucune réponse. Il sortit son téléphone. Le numéro de Laura ne passait pas. Il réessaya. Rien. Les lumières de la maison étaient allumées, mais personne ne vint ouvrir. Daniel resta immobile un instant, le vent fouettant son col. Il faisait un froid glacial. Il serra Noah plus fort contre lui et retourna vers le camion. Son fils s'était endormi sur son épaule, épuisé, gelé, affamé. N'ayant pas d'autre option, Daniel se rendit à la petite cabane qu'il avait louée la veille à la lisière de la ville, juste quelque chose de temporaire pour les premières nuits jusqu'à ce qu'il soit prêt à voir sa famille. La cabane était basique, un lit simple, une table en bois, une fine couverture et une cuisinière électrique de fortune. Mais au moins, c'était calme. Il déposa délicatement Noah sur le lit, lui retira son manteau et le borda. La main du garçon tenait toujours la clé en bois. Daniel s'assit à côté de lui, observant son fils dormir. Son cœur se serrait à chaque souffle. Il ne comprenait pas ce qui se passait. 3 ans, et maintenant ça? Pourquoi son petit garçon était-il dans un tel état? Qui était Ethan, et où était Laura pendant tout ce temps? Daniel ne dormit pas. Il resta assis à côté de son fils, écoutant la respiration régulière de Noah, et ce qu'il découvrit ensuite le laissa complètement pétrifié. Le soleil du matin pénétrait à travers le mince rideau de la cabane en bois. Daniel n'avait pas dormi. Il était assis tranquillement sur la chaise en bois à côté du lit où Noah gisait sous la couverture, serrant toujours la clé en bois comme si c'était son seul bouclier au monde.
Alors que la lumière emplissait davantage la pièce, Noah bougea. Il cligna des yeux plusieurs fois, confus, avant de réaliser qu'il n'était pas chez lui. Ses yeux se tournèrent vers son père, et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, Daniel y vit une faible lueur de soulagement. « Tu es réveillé » demanda Daniel doucement. Noah hocha la tête, ses lèvres tremblant encore légèrement. Daniel versa du lait chaud dans un verre en plastique et le tendit à son fils, puis s'assit en face de lui. « Noah, est-ce que je peux te demander quelque chose ? » « C'est bon, je veux juste comprendre. » Noah regarda son père, puis fit un petit signe de tête. « Ce qui s'est passé la nuit dernière, est-ce que c'est déjà arrivé avant ? Dois-tu souvent attendre dehors que ta maman revienne ? » Le garçon resta silencieux un long moment, puis il murmura, « Pas toujours, mais parfois. Je n'ai rien dit parce que maman a dit de ne pas la déranger. Elle sort beaucoup avec monsieur Ethan. Il n'aime pas les enfants. » Daniel serra le poing sous la table. « Et moi ? Qu'est-ce que ta maman dit de moi ?» Noah baissa les yeux vers le sol. « Elle dit que tu es loin, que tu ne peux pas prendre soin de nous. Ensuite elle pleure, et monsieur Ethan vient la réconforter. Après ça, elle m'a dit que je devrais commencer à l'appeler mon nouveau papa, mais je ne l'ai pas fait. J'ai déjà un papa. » Daniel se leva et marcha vers la fenêtre. Le ciel dehors était clair, mais à l'intérieur, une tempête grondait dans son cœur. Il y a 3 ans, ils avaient accepté de se séparer temporairement pendant son déploiement. Aucun des deux n'avait demandé le divorce. Il n'y avait pas eu de promesse, mais pas d'adieu définitif non plus. Et maintenant il était de retour, seulement pour trouver son fils dormant dehors et sa femme dînant avec un autre homme. Il se retourna et passa doucement sa main dans les cheveux de Noah. « Nous allons retourner à la maison. J'ai besoin de parler à ta maman. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit, d'accord ?» Noah hocha la tête. « Tu vas rester pour de bon cette fois ?» Daniel sourit. « Je ne vais plus nulle part. Je te le promets. » Le pick-up s'arrêta devant la vieille maison vers 8 heures du matin. Les lumières à l'intérieur étaient toujours allumées, les rideaux tirés. Daniel prit la main de Noah et se dirigea vers la porte. Cette fois, il frappa fermement. Un instant plus tard, la porte s'entr'ouvrit en grinçant. Laura se tenait là, vêtue d'une robe de soie froissée, ses cheveux en désordre. Son visage se figea sous le choc. « Daniel, quand es-tu revenu ?» Daniel ne répondit pas à cela. Il la regarda, puis désigna le garçon à côté de lui. « Noah a dormi dehors sur le porche la nuit dernière. Étais-tu au courant ?» Laura se raidit. Ses yeux se posèrent sur Noah, qui se tenait tranquillement derrière son père. Ses joues rougirent. Elle détourna le regard. « Hier soir, j'étais sorti dîner. Je n'ai pas pensé. » « Tu n'as pas pensé ? Il a 9 ans, Laura. Tu n'as pas réfléchi à 2 fois avant de laisser un enfant dehors dans le froid ? » Une voix d'homme appela de derrière Laura, « Qu'est-ce qui se passe ?» Un homme grand, peut-être d'une 40aine d'années, apparut derrière elle, vêtu d'une chemise froissée, les cheveux encore humides. Daniel le fixa. « Vous devez être Ethan. » Ethan leva un sourcil. « Et vous devez être Daniel. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Daniel n'entra pas. Il dit simplement, « Nous parlerons correctement plus tard, mais à partir de maintenant, je veux voir mon fils tous les jours. Et j'aimerais savoir comment vous comptez expliquer la situation de la nuit dernière devant un juge. » Le visage de Laura pâlit. « Me menacez-vous ? » ?»« Non. Je viens de rentrer et j'ai trouvé mon fils endormi sur un porche. Vous décidez ce que cela signifie. » L'air à l'extérieur de la maison semblait plus lourd que jamais. Ethan croisa les bras comme s'il était prêt à intervenir, mais Daniel s'était déjà retourné, ramenant Noah vers le camion. « Où allons-nous, papa ?» demanda Noah doucement. Daniel serra doucement sa petite main pour le rassurer. « À la maison, du moins dans un endroit où je sais que tu dormiras sous une couverture. » La petite cabane en bois accueillit de nouveau le père et le fils. Dans la douce lumière de la fin de matinée, Daniel poussa la porte et conduisit Noah à l'intérieur. L'espace n'avait pas changé, simple, sans fioritures, mais chaleureux. Une partie de cette chaleur venait de la lumière dorée du soleil filtrant à travers la fenêtre.
Le reste venait de quelque chose que Noah ne pouvait pas tout à fait nommer, un sentiment de sécurité. Il erra tranquillement dans la petite pièce, serrant toujours la clé en bois dans sa main. Daniel versa du jus d'orange et posa le verre sur la table. « Tu as faim » demanda-t-il. Noah secoua légèrement la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur son père. Daniel n'insista pas. Au lieu de cela, il prit quelques tranches de pain et y étala du beurre de cacahuète, celui que Noah aimait autrefois. Quand il posa l'assiette sur la table, Noah s'assit avec hésitation. Ils mangèrent en silence. Pour la première fois depuis des années, Daniel eut l'impression de vivre une matinée normale, pas d'explosion, pas d'ordre, pas de distance froide, juste le doux bruit de la mastication, le rythme doux de la respiration de son fils, et la lumière du soleil reposant sur le coin d'une vieille table en bois. Pourtant, même dans ce moment paisible, les souvenirs affluaient comme un vent froid. Ils avaient eu une maison, pas parfaite, mais réelle. Il y a 3 ans, lorsque Daniel fut déployé à l'étranger, c'est lui qui avait suggéré une séparation temporaire afin que Laura puisse avoir plus de liberté pour s'occuper de leur fils et stabiliser la vie à la maison. Ils avaient tous deux promis de rester en contact, de garder espoir. Mais quelques mois seulement après son départ, les messages se firent plus rares, les appels devinrent courts et détachés. 1 an plus tard, Laura envoya un bref email, « Nous devrions garder une certaine distance pour le bien de Noah. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Daniel ne comprit pas, mais il accepta car il croyait toujours qu'elle tiendrait parole. Maintenant, après tout ce qu'il savait, la vraie raison pour laquelle Laura voulait de la distance n'était pas le temps. C'était un autre homme, Ethan. Cette vérité ne faisait pas seulement mal, elle donnait à Daniel le sentiment d'avoir été volé, non seulement de sa femme, mais aussi du temps qui aurait dû lui appartenir, à lui et à son fils. Quelque chose en lui se brisa. Mais même en cette matinée tranquille, regardant Noah manger lentement son sandwich, Daniel comprit qu'il restait encore quelque chose qu'il pouvait protéger. Après le petit déjeuner, Daniel invita Noah à sortir sur le porche. Il apporta un vieux banc dans la cour et essuya la poussière. Noah vint avec lui, portant une bande dessinée usée qu'il avait trouvée dans son sac à dos, la seule chose qui lui restait de la maison. Daniel s'assit à côté de lui, ouvrit sa boîte à outils et commença à bricoler de petites réparations. « Est-ce que je peux dormir ici ?» demanda Noah avec désinvolture. « Je veux dire, cet endroit, cette cabane. » Daniel interrompit ce qu'il faisait et regarda son fils. « Si c'est ce que tu veux, il y a toujours une place pour toi ici. » Le garçon hocha la tête. Il ne dit rien de plus, mais sa posture se détendit un peu. Une jambe se balançait doucement, ses doigts feuilletaient les pages d'un livre, lisant doucement le dialogue à voix basse. Daniel l'observait. Il y avait une sorte de silence étrange chez le garçon, pas joueur, pas insouciant. Même en lisant, ses yeux continuaient de se tourner vers Daniel, comme s'il craignait que son père ne disparaisse sans prévenir. Plus tôt cet après-midi-là, Daniel avait fait la lessive de Noah. Alors que le garçon changeait de vêtements, Daniel remarqua de légères marques sur son bras, non pas de coups, mais de légères ecchymoses étirées comme si elles avaient été causées par une pression ou un choc dans un espace étroit. Le poignet de sa manche était effiloché. Dès que Noah capta le regard de son père, il tira rapidement la manche vers le bas. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda Daniel doucement. Noah sembla déconcerté. « Peut-être quand je me suis glissé sous le lit. Oncle Ethan n'aime pas que je laisse mes affaires traîner, alors j'ai vite rangé. » Daniel ne répondit pas, mais il enregistra chaque détail dans son esprit. Ce soir-là, ils organisèrent ensemble une petite commode et plièrent les vêtements. Noah ajouta de nouveaux dessins au mur. L'un représentait une maison avec une porte ouverte. Un autre montrait un adulte et un enfant debout côte à côte. Daniel s'arrêta quand il le vit. « C'est moi ?» demanda-t-il. Noah hocha la tête. « Tu ouvres la porte. Tu ne m'as pas fait attendre. » Daniel se détourna, faisant semblant de plier plus de vêtements. Il ne voulait pas que son fils voie la rougeur dans ses yeux. Cette nuit-là, Noah se coucha tôt. Juste avant de s'endormir, il demanda doucement, « Tu seras encore là demain ?» Daniel hocha la tête. « Je serai là tous les jours, à moins que je doive aller acheter des biscuits. » Cela fit doucement rire Noah. Il tourna son visage dans l'oreiller, et pour la première fois, il s'endormit sans serrer la clé en bois dans sa main. Daniel s'assit au bord du lit, observant son fils dormir.
Dans son esprit, un plan commençait à prendre forme. Il avait besoin de conseils de quelqu'un qui connaissait la loi. Il devait faire éclater la vérité. Mais avant tout cela, il devait donner à Noah quelque chose de plus profond, la confiance de croire que toutes les portes ne sont pas verrouillées, et que tous les adultes ne s'en vont pas pour ne jamais revenir. Cette vie paisible qu'il venait de commencer à toucher changerait complètement dès le lendemain matin. Ce matin-là, Daniel ramena Noah à l'école. Juste avant de sortir de la voiture, le garçon serra doucement la main de son père. Daniel se pencha, ajusta son écharpe et le rassura, « Tout va bien se passer. Je t'attendrai à la porte. » Après que Noah fut entré, Daniel se dirigea vers le bureau de mademoiselle Amy. Elle le salua avec un regard de soulagement silencieux. « Je suis contente que Noah soit venu à l'école avec vous aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Ce garçon a besoin de la présence de son père. » Elle lui montra un dessin que Noah avait fait la semaine précédente, un enfant recroquevillé près d'une porte fermée, la neige tombant abondamment dehors. Au loin, l'ombre d'un adulte s'éloignant. Pas de soleil, pas de chaleur. Daniel ne put parler. « Je ne peux pas en être certaine, » ajouta mademoiselle Amy, « mais Noah a besoin d'un endroit qui ressemble vraiment à une maison, où il sait qu'il est écouté. » Daniel la remercia et partit sans un mot de plus. Mais en arrivant au portail de l'école, il vit Laura debout à côté d'Ethan et d'un homme inconnu. « Mon avocat, Rick Hanson, » dit Laura d'un ton sec. « Vous devriez savoir, en vertu de la loi de cet État, sans emploi stable et sans résidence légale, vous ne pouvez pas garder Noah. » Daniel serra la sangle de son sac à dos. « Le garçon a été laissé devant votre porte d'entrée, Laura. Qu'y a-t-il de plus instable que cela ? » « C'était juste une situation malheureuse, » répliqua-t-elle vivement. Ethan intervint avec un sourire suffisant, « Ne laissez pas vos émotions personnelles perturber la vie de Noah. Nous sommes sa vraie famille maintenant. » Daniel ne répondit pas. Il savait qu'ils avaient la loi de leur côté. Ils n'avaient pas de travail, la cabane n'était qu'une location temporaire. Si l'affaire allait au tribunal maintenant, il perdrait tout. Il y avait eu un temps où il avait rempli les papiers de divorce, mais il ne les avait jamais envoyés. Une partie de lui avait espéré que Laura changerait. L'autre partie savait que s'il demandait le divorce sans stabilité, la garde de Noah lui échapperait définitivement, et c'était quelque chose qu'il ne pouvait tout simplement pas accepter. Cet après-midi-là, Daniel se rendit au vieux garage de Bill pour demander du travail. « Je ne peux pas payer beaucoup, » dit Bill, s'essuyant les mains avec un chiffon, « mais si vous supportez la graisse et les matins glaciales, vous pouvez commencer demain. » « Je peux le supporter, » répondit Daniel. « J'ai juste besoin de récupérer mon garçon tous les après-midi. » Dans les jours qui suivirent, sa vie s'installa dans un rythme tranquille, des journées au garage, des après-midi à récupérer Noah, des soirées seules dans la cabane. Le paquet de biscuits et la note pliée qu'il laissait chaque soir sur le pas de la porte de Laura devinrent son seul fil de connexion avec son fils. Chaque jour, un seul petit sourire de Noah, et Daniel pouvait continuer. Un jour, il reçut une invitation à une réunion d'anciens élèves. Daniel hésita, mais décida finalement d'y aller, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour y faire face. La réunion eut lieu dans un grand restaurant. Quelques anciens camarades de classe entamèrent des conversations, exprimant leur admiration pour son service militaire. Daniel se contenta d'un léger sourire, disant peu de choses. Puis Laura apparut, le bras accroché à celui d'Ethan. Elle s'approcha, sa voix plus forte que nécessaire. « Oh, Daniel, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. N'es-tu pas occupé avec tes devoirs de père célibataire ?» Ethan ajouta avec un sourire suffisant, « Les soldats, excellents au combat, lamentables pour maintenir les choses en place. Je suis là tous les jours, Laura, et Noah n'a pas à attendre. » La table animée se tut soudain. Daniel resta immobile, ne disant rien. Mais Laura continua, ses yeux brillants d'une fierté suffisante. « J'ai fait le bon choix, quelqu'un qui gagne sa vie, qui construit une vraie vie, pas quelqu'un coincé dans le passé sans foyer, sans futur. » Daniel ne parla pas. Il les regarda tous les deux. Aucune colère dans ses yeux, seulement une tristesse profonde et silencieuse. Il posa doucement son verre d'eau sur la table, se tourna et quitta le rassemblement. Cette nuit-là, il resta assis dans la cabane sans allumer les lumières. Chaque mot qu'il voulait dire gisait silencieusement sur une feuille de papier vierge, mais il ne l'envoya pas, car les mots ne peuvent pas réparer un cœur endurci. Seule l'action le peut.
Daniel prit une profonde inspiration. Il n'allait plus se disputer. Il travaillerait, il observerait, il se préparerait, et le moment venu, il récupérerait son fils, non pas avec des mots, mais avec une force tranquille que personne ne pourrait nier. Après la confrontation amère au portail la nuit où Daniel rentra chez lui, et les insultes cruelles que Laura et Ethan lui avaient lancées, Daniel savait que le silence n'était plus une option. Il avait trouvé un emploi au garage de Bill Harris, un homme bienveillant et compréhensif qui possédait l'endroit. Chaque jour, Daniel travaillait sans relâche. Ses mains se familiarisèrent avec les bruits des machines, l'odeur de la graisse et de l'huile. Il apprit rapidement, et avec la ténacité et la discipline d'un soldat aguerri, Daniel devint progressivement l'un des mécaniciens les plus qualifiés de l'atelier. Monsieur Harris le louait souvent et, à plus d'une occasion, faisait allusion à des projets de réparation plus importants et à des promotions potentielles que Daniel pourrait assumer. Il savait que le chemin à parcourir était long, mais pas à pas, il reconstruisait une base pour lui-même et pour Noah. Pourtant, le bien-être de Noah restait une préoccupation constante dans le cœur de Daniel. Il garda l'habitude de venir chercher Noah après l'école et de laisser de petits paquets de biscuits avec des notes manuscrites sous le porche de Laura. Il observait attentivement son fils, remarquant que si le garçon souriait plus souvent en sa présence, ses yeux portaient toujours une tristesse persistante. Chaque fois que Daniel le ramenait à la maison de Laura, l'enfant semblait être une fleur délicate se fanant lentement dans un endroit où les soins et la chaleur faisaient défaut. Mademoiselle Amy, la maîtresse de Noah, envoyait fréquemment des messages à Daniel, inquiète de l'état émotionnel du garçon. Elle remarqua qu'il parlait de moins en moins, interagissait rarement avec ses camarades de classe, et ses cahiers étaient remplis de dessins sombres. Daniel savait que le moment était venu, non seulement d'aimer en silence, mais d'agir dans le cadre de la loi. Un soir de fin d'automne, la pluie battait les fenêtres de la cabane à torrents. Le vent fouettait les gouttes de côté, et le tonnerre grondait quelque part au loin. Daniel lisait, mais ses pensées ne cessaient de revenir à la vieille maison. Il s'inquiétait pour Noah. Était-il trempé par la pluie? Avait-il déjà dîné? Même si Daniel avait maintenant un emploi et un toit stable au-dessus de sa tête, l'inquiétude pour son fils ne le quittait jamais. Pendant ce temps, à l'ancienne maison, Laura et Ethan se préparaient à sortir pour célébrer une importante affaire. Ethan, vêtu d'un costume coûteux, consulta sa montre. « Allons-y, Laura, nous allons être en retard. » Laura attrapa son sac à main de créateur et enfila son manteau à la hâte. Elle était tout sourire, rayonnante de l'excitation d'un nouveau succès et du confort du luxe. « Où est Noah? Il est rentré maintenant, n'est-ce pas? » demanda-t-elle d'un air absent, son ton indiquant clairement qu'elle ne se souciait pas beaucoup de la réponse. « Tu as dit qu'il pouvait se débrouiller seul, ossa Ethan, ne prenant même pas la peine de vérifier. Il est probablement dans sa chambre. Ferme juste la porte à clé, nous ne voulons pas qu'il se promène. » Laura fit ce qu'Ethan avait dit. Elle verrouilla solidement la porte d'entrée, sans vérifier une seule fois si Noah était réellement rentré. Elle supposait qu'il était à l'intérieur, bien au chaud dans sa chambre comme toujours. La voiture de luxe d'Ethan s'éloigna à toute vitesse sous la pluie, laissant la maison derrière elle dans l'obscurité et le bruit de la pluie. Ni l'un ni l'autre ne réalisèrent que Noah n'était pas rentré. Noah était toujours dehors. Il était rentré à pied de l'école ce jour-là, l'entraînement de football s'était prolongé inopinément, et il avait manqué le dernier bus. La pluie était arrivée sans prévenir, et il n'avait pas de parapluie. Il chercha dans sa poche, la clé que sa mère lui avait donnée était partie. Quelque part en chemin, il l'avait perdue. Noah se tenait à la porte, grelottant de froid. Il appela « Maman », mais personne ne répondit. Il frappa, puis frappa plus fort, ses petits poings à peine audibles sous la pluie. Les larmes se mêlaient aux gouttes qui coulaient sur son visage. « Maman, maman, je n'ai pas la clé. » Il continua d'appeler jusqu'à ce que sa voix devienne rauque, mais la porte resta immobile, froide, insensible. La lumière du porche était toujours allumée, mais la maison était silencieuse, pas un seul bruit, pas un seul signe de vie. Noah s'effondra sur la froide marche d'entrée, serrant son sac à dos, les genoux repliés contre sa poitrine. Il était habitué à être laissé seul, mais ce soir, sous la pluie battante, la solitude et la peur le frappèrent plus fort que jamais. Il eut l'impression que le monde entier lui avait tourné le dos. Daniel, saisi par un pressentiment étrange que quelque chose n'allait pas, ne put rester tranquille dans la cabane. Son cœur lui disait que quelque chose clochait. Il attrapa son manteau, prit son parapluie et se rendit à la vieille maison.
Il ne savait pas ce qu'il cherchait, juste une attraction qu'il ne pouvait expliquer, un fil invisible le reliant à son fils. Alors qu'il tournait dans la rue, ses phares captèrent une petite silhouette recroquevillée sur les marches, Noah. Le cœur de Daniel se serra. Il freina brusquement et courut vers son fils. « Mon fils, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il tomba à genoux et serra le garçon dans ses bras. Le corps de Noah était glacé, tremblant de manière incontrôlable. Daniel sentit les larmes chaudes du garçon imbiber son épaule, se mêlant à la pluie glaciale. Il enleva son manteau et le serra fermement autour de Noah, essayant de le réchauffer. Noah se blottit dans les bras de son père, sanglotant, « Papa, je n'avais pas la clé. Maman est partie. S'il te plaît, ne repars plus. » Cette prière, faible, brisée, frappa Daniel comme un éclair en plein cœur. « S'il te plaît, ne repars plus. » C'est tout ce que le garçon voulait, pas d'argent, pas une grande maison, juste un père, quelqu'un qui ne l'abandonnerait jamais, quelqu'un qui serait toujours la porte ouverte l'attendant. Juste à ce moment-là, une silhouette apparut dans la lumière du porche, Madame Mildred. Elle se tenait là depuis le début, tenant un parapluie, observant. Les larmes coulaient sur son visage bienveillant. Elle avait tout vu, Noah laissé seul, les coups désespérés, et la mère qui n'était jamais venue. « Je ne peux plus rester là à regarder, Daniel, » dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Cela s'est produit trop souvent. Il mérite un père, un vrai foyer, un foyer où la porte est toujours ouverte pour lui. Elle posa doucement sa main sur l'épaule de Daniel, un geste silencieux de soutien, de solidarité. Et à ce moment-là, sous la pluie froide, dans les bras de son père, Noah se sentit plus en sécurité qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Il faisait entièrement confiance à son père, une confiance qui ne pouvait être ébranlée. Et Daniel savait qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Les mots cruels de Laura et Ethan, Noah recroquevillé sous la pluie, et cette supplique désespérée l'avaient poussé à bout. C'est pourquoi il devait se battre. C'était le moment où il devait se manifester, pleinement et publiquement, en tant que père. Daniel transporta Noah dans le camion et retourna directement à la cabane. Cette nuit-là, il passa des heures à réconforter Noah, à lui raconter des histoires et à calmer les peurs qui s'étaient enracinées chez le garçon. Le lendemain matin, tandis que Noah dormait encore profondément, Daniel prit sa décision. Il décrocha le téléphone et appela l'avocate que M. Bill lui avait autrefois recommandée, une avocate en droit de la famille nommée Sarah Chen. « Je veux la garde de mon fils, » dit Daniel, sa voix calme et inébranlable, « et je veux que les choses soient équitables. J'ai besoin que vous enquêtiez sur Laura et l'homme avec qui elle vit. Je veux prouver que je peux être le meilleur parent, que je suis capable de donner à Noah la vie qu'il mérite, et je jure que je ne laisserai plus jamais mon garçon revivre une nuit comme celle-là. » Sous la pluie froide d'une nuit de fin d'automne, blotti dans l'étreinte chaleureuse de son père, le fragile appel de Noah, « S'il te plaît, ne repars plus », était plus qu'un cri d'enfant. C'était l'étincelle qui alluma une résolution farouche chez Daniel. Les larmes de son fils, la peur gravée au plus profond de ce petit cœur usé, devinrent la plus forte déclaration d'une bataille qui ne pouvait plus être évitée. Daniel Carter n'était plus le père silencieux et endurant qu'il avait été. Il se tenait maintenant droit, inébranlable, prêt à faire face à tout ce qui l'attendait pour Noah, pour le jour où cette porte d'entrée s'ouvrirait vraiment. Non seulement pour laisser Noah entrer, mais pour laisser l'amour, la sécurité et l'appartenance s'enraciner. Depuis cette nuit froide et pluvieuse où Noah avait imploré en pleurant, « Papa, s'il te plaît, ne repars plus », Daniel savait qu'il ne pouvait plus attendre un seul instant. L'appel à son avocate fut le premier pas, marquant sa transformation d'un père souffrant en silence en un combattant déterminé. Il commença à recueillir des preuves, documentant chaque fois que Noah était laissé seul, chaque mot cruel que Laura et Ethan avaient lancé au garçon. Monsieur Bill du garage automobile, ainsi que leur voisine, Madame Mildred, devinrent des soutiens silencieux mais inébranlables de Daniel. Ils avaient vu plus que suffisant. Pourtant, avant que toute action légale ne puisse prendre effet, Daniel continua sa routine quotidienne de récupérer Noah après l'école, s'assurant que son fils était en sécurité et se sentait aimé. Il continua de laisser de petits sacs de biscuits et des notes manuscrites sous le porche de Laura, un rappel silencieux d'une présence qui ne pouvait être effacée. Un après-midi de week-end, alors que Daniel attendait la sortie des classes, il aperçut Laura et Ethan déjà au portail. Laura, comme toujours, était impeccablement vêtue. Ethan portait des lunettes de soleil sombre, dissimulant ce regard froid familier. Un sentiment d'abattement envahit Daniel. Laura s'approcha de Noah avec un sourire forcé.
Noah, ce soir tu dînes avec moi et oncle Ethan. Nous allons au restaurant Blue River. Oncle Ethan a d'excellentes nouvelles à partager. Noah regarda Daniel, puis sa mère, ses yeux remplis d'incertitude. Daniel savait que Noah ne voulait pas y aller, mais le garçon ne pouvait se résoudre à dire non à sa maman. Daniel se contenta de tapoter doucement la tête de son fils. « Vas-y. Je vais retourner à la cabane. » Le dîner eut lieu au restaurant haut de gamme Blue River, où le tintement des couverts se mêlait au doux murmure des conversations. Laura et Ethan étaient assis en face de Noah. Pendant tout le repas, Ethan se vanta sans arrêt de ses nouveaux projets et de ses récents succès. Laura riait bruyamment, comme si elle donnait un spectacle pour prouver qu'elle avait fait le bon choix. « Noah, » dit Ethan d'un ton solennel, en posant une main sur l'épaule du garçon, « j'ai un grand projet en préparation. Si ça marche, ta mère et toi allez avoir une vie encore meilleure. Tu vois, j'ai toujours voulu le meilleur pour cette famille. » Laura sourit et acquiesça. « Oncle Ethan nous aime beaucoup, toi et moi, Noah. C'est le meilleur père que tu puisses jamais avoir. » Ethan se tourna vers Noah, le sourire légèrement forcé. « C'est ça, tu devrais m'appeler papa maintenant, Noah. Je suis ton nouveau père. Regarde ta mère, elle a retrouvé le bonheur, et je serai celui qui dirigera cette famille. » Il éleva délibérément la voix, juste assez pour que les tables voisines entendent. Noah resta silencieux. Il baissa la tête, ses petites mains serrées sous la table. Sa gorge se serra. Appeler Ethan, papa? L'homme qui faisait en sorte que sa mère l'ignore? L'homme qui le regardait froidement quand il était laissé dehors, tremblant? Son vrai père, Daniel, était celui qu'il avait toujours attendu, qui laissait des biscuits sur le porche, qui le tenait serré cette nuit glaciale et pluvieuse. Voyant Noah toujours silencieux, Laura lui donna un coup de pied dans la jambe sous la table. « Noah, dis quelque chose. Oncle Ethan te parle. » Ethan leva un sourcil, visiblement irrité. « Qu'est-ce qui ne va pas, Noah? Tu ne m'aimes pas? J'ai vraiment essayé d'être un bon père pour toi. » Son ton portait une menace subtile. Noah sentit sa poitrine s'écraser. Il leva lentement la tête, les yeux rouges d'avoir retenu ses larmes. « J'ai déjà un papa, dit-il, la voix tremblante mais ferme. Mon papa ne me laisserait jamais dehors. » Le restaurant entier sembla faire une pause. Le tintement des couverts s'arrêta. Plusieurs convives tournèrent la tête. Ethan Blake claqua soudain sa main sur la table. « Noah, de quoi parles-tu? » Le verre sur la table trembla, manquant de tomber. Le visage de Laura pâlit. Elle attrapa rapidement la main de Noah, essayant de tirer le garçon sur ses pieds. « Ça suffit, Noah. Tu es ridicule. » Elle le tira de sa chaise sans même prêter attention aux gens autour d'eux. « Tu m'as tellement embarrassé. » Siffla Laura, son sourire forcé disparut, remplacé par un visage rougi par la colère. « Si je dois choisir entre une maison avec une porte fermée et un père qui m'attend toujours, je choisis papa. » La voix de Noah trembla de larmes alors que Laura le traînait hors du restaurant. Ces mots étaient doux, mais ils résonnèrent dans la pièce comme une déclaration. C'était la première fois qu'il choisissait ouvertement son père, choisissant l'amour inconditionnel plutôt que la tromperie et la négligence. Daniel regarda son fils être emmené, sa poitrine se serrant d'émotion. Il savait que Noah avait trop enduré. Le garçon avait tout retenu trop longtemps, et maintenant il avait finalement craqué. Cette confrontation était un tournant. Daniel serra les poings. Il ne laisserait plus personne faire de mal à Noah. Le combat pour son fils, pour la justice, était devenu plus urgent que jamais. La déclaration directe de Noah au restaurant Blue River, « Si je devais choisir entre une maison avec une porte fermée et un père qui m'attend toujours à la maison, je choisirais papa », continua de résonner dans l'esprit de Daniel. Ce n'était pas seulement une affirmation sincère de l'amour de son fils, c'était un dernier cri de détresse, qui poussa Daniel à agir plus résolument. Il en avait assez de la froideur et de la cruauté de Laura et d'Ethan. Il était temps que la justice parle. Dès le lendemain matin, Daniel se rendit au cabinet d'avocat que mademoiselle Amy, l'institutrice de Noah, lui avait recommandé. C'était un petit bureau situé dans une rue tranquille, avec une vieille enseigne patinée sur laquelle on lisait « Carter et associés, droit ». Il fut accueilli par une jeune avocate au calme et au regard vif. Son nom était Sarah Chen.
Elle écouta patiemment l'histoire de Daniel, sans jamais l'interrompre, prenant des notes détaillées et précises. Daniel lui raconta tout, ses 3 années à l'armée, le fait que Laura ne l'avait jamais légalement divorcé alors qu'elle vivait ouvertement avec Ethan Blake, comment Noah avait été laissé dehors sur le porche, les insultes qu'il avait endurées, et enfin la confrontation au restaurant. Il lui remit également les preuves qu'il avait discrètement recueillies, y compris un court clip vidéo que Madame Mildred avait enregistré d'Ethan criant sur Noah, ainsi que certains des dessins griffonnés de Noah qui reflétaient sa tristesse et son isolement. Donc, Laura et Ethan vivent ensemble comme mari et femme, même si vous êtes toujours légalement mariés à elle? Demanda Sarah, soulignant quelques lignes dans son carnet. Et ils vous ont insulté publiquement, affirmant que vous étiez inapte à élever votre enfant en raison de votre situation financière? Daniel hocha la tête, le poids sur sa poitrine devenant plus lourd. Je veux la garde de Noah. Je veux que mon fils ait une vie sûre et qu'il se sente vraiment aimé. Sarah le regarda avec à la fois de l'empathie et une ferme détermination. Très bien, Monsieur Carter, nous allons commencer par là. Légalement, Laura cohabitant avec un autre homme avant de finaliser un divorce pourrait jouer contre elle lors d'une audience de garde. Mais nous aurons besoin de preuves solides de son irresponsabilité et du manque de préoccupation d'Ethan pour Noah. Le plus important, nous aurons besoin de preuves de votre capacité financière. Je travaille au garage de Bill, dit Daniel. Le salaire n'est pas élevé, mais c'est suffisant pour que je puisse louer une cabane et fournir à Noah le strict nécessaire. Sarah hocha la tête. Nous aurons besoin de plus que cela pour que le tribunal croie que vous pouvez offrir à Noah une vie stable. Nous aurons besoin d'un dossier financier clair, et je pense que nous devrions également examiner de plus près la situation financière de Laura et d'Ethan. La jeune avocate commença son enquête immédiatement. Elle demanda à Daniel de fournir toutes les informations qu'il avait sur Laura et Ethan, y compris les noms complets, les adresses, les professions et tous les détails qu'il pourrait connaître sur les transactions commerciales d'Ethan. Quelques semaines plus tard, Daniel reçut un appel de Sarah. Sa voix semblait plus sérieuse que d'habitude. « Monsieur Carter, nous avons examiné les comptes bancaires et les dossiers financiers au nom de Laura Jenkins, » dit Sarah. « Il y a plusieurs irrégularités. Une grande quantité d'argent a transité par ces comptes, et les transactions ne correspondent pas aux revenus typiques de Laura. » Daniel fronça les sourcils. « Quel genre d'irrégularité ? Ces transactions sont effectuées à partir de plusieurs endroits, même d'adresses IP. Ce qui est plus troublant, c'est qu'elles sont liées à des projets immobiliers bidons ou à des transferts de propriété effectués à des prix bien inférieurs à la valeur marchande. Nous soupçonnons qu'il s'agit d'un blanchiment d'argent, et il semble qu'Ethan Blake utilise le nom de Laura pour dissimuler ses activités illégales. » Daniel était stupéfait. Il se rappela un moment où Ethan s'était vanté auprès de Laura, « Je suis méticuleux avec les papiers, personne n'a jamais trouvé le moindre défaut dans mes dossiers. » Il s'avéra que cette prétendue méticulosité n'était rien d'autre qu'une couverture pour un comportement criminel. Et ce qui était encore plus alarmant, Laura, qui figurait comme titulaire du compte, semblait complètement inconsciente qu'elle pourrait être une complice silencieuse, même involontairement. Elle avait été manipulée par Ethan, emportée dans un tourbillon d'argent et d'ambition, sans voir la situation dans son ensemble. Elle n'était qu'un pion dans le jeu élaboré d'Ethan. Pendant ce temps, sur un autre front, la docteure Leah Morgan, psychologue pour enfants, avait poursuivi ses séances avec Noah sur la recommandation de son institutrice, Mademoiselle Amy. Petit à petit, Noah commençait à s'ouvrir à la docteure Leah. Il parlait de ses peurs de dormir seul, de la solitude des repas pris seuls, et du sentiment d'abandon qu'il ressentait lorsque sa mère était absorbée par sa vie avec Ethan. La docteure Leah nota des signes de léger traumatisme psychologique chez Noah, mais elle observa également une nette amélioration depuis le retour de Daniel. Le garçon avait recommencé à sourire plus souvent, à faire des dessins plus lumineux et à exprimer un désir clair d'être avec son père. Le rapport psychologique, soigneusement préparé par la docteure Leah, servirait de preuve cruciale au tribunal, démontrant à quel point l'environnement actuel de Noah avait été néfaste pour son bien-être mental. La bataille pour Noah ne concernait plus seulement la récupération des droits d'un père. Elle avait ouvert une porte cachée, entraînant Daniel dans un dédale de complots dissimulés. Pièce par pièce, les découvertes de la jeune avocate révélaient une vérité bien plus sombre. Ethan Blake tissait une toile complexe de tromperie, et Laura, aveuglée par le désir et un besoin désespéré de bonheur, était devenue, sans le savoir, une pièce sur son échiquier. Dans cette tempête de richesse et de mensonges, le destin de Noah, de Daniel, et même de Laura,
serait bientôt décidée sur les plateaux de la justice, une bataille que Daniel savait ne pas pouvoir se permettre de perdre. L'appel fatidique de Daniel à l'avocate Sarah Chen marqua le début d'un nouveau chapitre difficile. Dans les semaines qui suivirent, le modeste cabinet d'avocats de Sarah devint la forteresse de Daniel. La jeune avocate travailla sans relâche, s'associant à Daniel et à la docteure Leah Morgan pour recueillir toutes les preuves possibles, du témoignage de Madame Mildred au dessin de Noah, et même les traces financières suspectes liées à Ethan Blake. En même temps, Daniel travailla sans relâche pour stabiliser ses propres finances, prenant de longues heures supplémentaires au garage de Monsieur Bill pour prouver qu'il était pleinement capable de prendre soin de son fils. Le jour de l'audience de garde, toute la ville d'Oak Creek sembla retenir son souffle. La nouvelle de l'affaire s'était répandue rapidement, non seulement parce qu'elle impliquait un soldat de retour et une mère infidèle, mais parce que l'histoire du jeune Noah négligé avait touché de nombreux cœurs. La minuscule salle d'audience était bondée. Des regards curieux, des regards anxieux, et même quelques regards durs et critiques, tous fixés sur Daniel, Laura et Ethan. Lorsque la juge Maria Bell entra, les murmures s'éteignirent. C'était une femme aux cheveux argentés d'une cinquantaine d'années, ses cheveux soigneusement relevés, ses yeux vifs, mais son visage calme et compatissant. Ancienne avocate très respectée, elle avait acquis une réputation de justice et de priorité du bien-être des enfants. L'audience commença. L'avocat de Laura prit la parole en premier. Il dépeignit Daniel comme un soldat qui avait abandonné sa famille pendant 3 ans, instable financièrement, sans foyer solide à offrir à son enfant. Il insista sur le fait que Laura était la mère biologique, occupait un emploi stable, bien qu'inconsciente de ce qui se cachait réellement derrière cet emploi, et qu'Ethan Blake était un homme d'affaires prospère prêt à offrir à Noah une vie de confort et de sécurité. Laura prit ensuite la barre. Sa voix trembla, mais il était clair que la nervosité était répétée, la confiance forcée. « Votre honneur, dit-elle, j'ai dû élever notre fils seul pendant les 3 dernières années. Daniel est parti sans un mot, sans un sou, et maintenant il revient au chômage, sans abri, et prétend vouloir prendre soin de Noah. Je suis la seule à pouvoir offrir à Noah un avenir stable, quelque chose que Daniel ne peut tout simplement pas fournir. » Elle s'efforça d'apparaître comme une mère dévouée, blessée par l'abandon de son mari. Puis ce fut le tour de Daniel, avec Sarah Chen à ses côtés. Sarah commença par un aperçu clair du statut matrimonial légal du couple et du fait que Laura avait cohabité avec Ethan avant même qu'un divorce ne soit déposé. Elle présenta des preuves que Daniel avait discrètement soutenues et était resté en contact avec Noah depuis son retour, de petits paquets de biscuits, des notes manuscrites, les allers-retours à l'école. « Votre honneur, dit Sarah fermement, ce n'est pas un débat sur les finances. C'est un débat sur la sécurité émotionnelle, sur le type d'environnement dont un enfant a besoin pour grandir en bonne santé. Nous avons des évaluations psychologiques du docteur Leah Morgan, qui a personnellement conseillé Noah Carter. » La docteure Leah Morgan, calme et professionnelle, prit la barre. Elle expliqua le préjudice psychologique que Noah avait subi en raison du manque d'attention de sa mère et du comportement émotionnellement distant d'Ethan Blake. Elle souligna les signes d'anxiété, de légère dépression et un profond désir chez Noah de se connecter avec son père. « Et votre honneur, continua Sarah, sa voix ferme mais pleine d'émotion, nous avons une dernière preuve, une vérité tout droit sortie du cœur de cet enfant. » Elle brandit une feuille de papier soigneusement pliée et jaunie. C'était une courte rédaction que Noah avait écrite pour son institutrice, Mademoiselle Amy. Sarah la lut à voix haute, « Si je pouvais choisir quelqu'un pour marcher avec moi dans l'obscurité, je choisirais papa, parce que papa ne m'a pas oublié dehors devant la porte. » Sa voix trembla légèrement en prononçant ces mots. La salle d'audience tomba dans un silence absolu. Ensuite, Ethan Blake s'approcha de la barre des témoins. Il était impeccablement habillé et se tenait avec calme. « Votre honneur, commença-t-il, j'ai fait de mon mieux pour être un bon père pour Noah. Je lui ai fourni une vie confortable, une famille chaleureuse et stable. Daniel Carter a été un père irresponsable. Je crois sincèrement que Noah devrait rester avec Laura et moi. » Il essaya de se présenter comme un homme digne de confiance et responsable. Mais ensuite, Sarah Chen produisit une pile de documents supplémentaires. « Votre honneur, dit-elle, nous avons des preuves que M. Ethan Blake a utilisé le nom de Laura Jenkins pour ouvrir des comptes bancaires frauduleux liés à des transactions immobilières illégales, dont certaines montrent des signes de blanchiment d'argent. Ces documents ont été soumis aux autorités compétentes pour une enquête plus approfondie. » La salle d'audience fut parcourue d'un faible murmure. Le visage d'Ethan Blake pâlit, bien qu'il s'efforçât de rester impassible.
Laura, en revanche, était abasourdie. Elle fixa Ethan avec une incrédulité totale. Elle n'avait aucune idée de tout cela. Finalement, la juge Maria Bell regarda directement Noah, qui était assis à côté de Daniel. « Noah Carter, aimerais-tu dire quelque chose ?» Noah, généralement un garçon calme et réservé, leva lentement la tête. Il regarda Daniel, puis Laura, et enfin croisa le regard de la juge Bell. La salle d'audience tomba dans un silence complet. Noah prit une profonde inspiration. Sa voix était jeune et douce, mais dans le calme de la salle d'audience, chaque mot résonna clair et vrai. Je n'ai pas besoin de quelqu'un de riche. Je ne veux pas de quelqu'un qui n'est là que quand les choses sont amusantes. Je veux quelqu'un qui ne me laisse pas dormir dehors sous la pluie. Je veux juste quelqu'un qui se souvienne d'ouvrir la porte quand je rentre à la maison. Les mots de Noah touchèrent droit au cœur de toutes les personnes présentes dans cette pièce. Le silence était assourdissant. Quelques femmes essuyèrent des larmes. Même la juge Bell fit un petit signe de tête, les yeux brillants d'émotion. La simple vérité, prononcée par le cœur d'un enfant, avait tout mis à nu. Daniel serra Noah dans une étreinte serrée, les larmes coulant librement sur ses joues. Ce fut un moment où la justice n'était pas seulement inscrite dans la loi, mais exprimée par l'honnêteté brute de la voix d'un enfant. Les mots sincères de Noah au tribunal eurent l'effet d'une onde de choc dans la pièce. Toutes les personnes présentes, de la juge Maria Bell aux citoyens locaux qui assistaient, ressentirent le poids brut de l'amour abandonné d'un enfant et son désir ardent d'un foyer réel et stable. Daniel serra Noah fort dans ses bras, les larmes coulant sur son visage, un mélange de joie et de soulagement accablant. Il savait qu'à ce moment-là, la justice avait commencé à pencher en sa faveur. Immédiatement après l'audience, l'avocate Sarah Chen ne perdit pas de temps. Elle transmit tous les documents relatifs aux activités de blanchiment d'argent suspectées d'Ethan Blake aux enquêteurs fédéraux de niveau supérieur. Les preuves qu'elle avait recueillies, allant des comptes bancaires frauduleux au nom de Laura aux transactions immobilières suspectes, étaient claires et irréfutables. Quelques jours plus tard, une nouvelle retentissante se répandit dans tout Oak Creek plus vite que le vent. Ethan Blake, l'homme d'affaires raffiné et prospère, autrefois considéré comme le symbole même de la richesse et de la réussite, avait été arrêté dans la maison même qu'il partageait avec Laura. Des agents fédéraux prirent d'assaut la propriété, menèrent une fouille approfondie et saisirent de nombreux documents cruciaux. Il fut inculpé de fraude, d'utilisation abusive d'identité pour le blanchiment d'argent et d'une foule d'autres crimes financiers. La nouvelle laissa toute la ville stupéfaite. Beaucoup ne pouvaient tout simplement pas croire qu'Ethan Blake, l'homme qu'ils admiraient autrefois, cachait une vie aussi sombre et trompeuse. Laura Jenkins, complètement inconsciente des activités illégales d'Ethan, resta figée sous le choc en voyant son amant menotté et emmené. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage dépouillé de couleur, alors que les officiers l'escortèrent. Ethan ne la regarda même pas. « Tu ferais mieux de prendre soin de toi, Laura, dit-il froidement, son ton sec et sans émotion, dépourvu de préoccupation, dépourvu de regret. Ne t'attends pas à ce que je t'aide. Tout est à toi maintenant. » Ces mots cruels frappèrent Laura comme une gifle en plein visage. Elle éclata en sanglots, le suppliant, essayant désespérément d'expliquer qu'elle n'avait aucune connaissance des comptes ou des complots. Mais il était bien trop tard. Bien qu'elle n'ait pas été accusée au pénal faute de preuves directes prouvant qu'elle avait sciemment participé au blanchiment, son nom était profondément impliqué. Tous les actifs conjoints avec Ethan, y compris les comptes bancaires et les investissements figurant à son nom, furent gelés pour enquête. Les conséquences pour Laura ne s'arrêtèrent pas là. Le scandale d'Ethan l'entraîna avec lui. Elle fut immédiatement renvoyée de son emploi, sa réputation en lambeaux et ses transactions financières sous examen. Les amis qui l'admiraient autrefois pour avoir trouvé un partenaire riche et prospère se détournèrent maintenant. Ils l'évitaient, la traitant comme un problème imminent. Laura devint une femme à qui il ne restait plus rien, sa réputation, sa carrière, son argent, même l'homme pour qui elle avait tout sacrifié, tout était parti. Quelques semaines plus tard, l'audience finale eut lieu. La juge Maria Bell examina toutes les preuves, le témoignage de Noah, le rapport psychologique du docteur Léa, les registres montrant la négligence de Laura, et surtout, la documentation des activités illégales d'Ethan. Au final, la décision fut claire. Daniel Carter obtint la garde exclusive de Noah. Le tribunal estima que Daniel était le parent le mieux équipé pour fournir un environnement sûr, émotionnellement stable et physiquement sécurisé pour le garçon, plaçant le bien-être de Noah comme la priorité absolue.
L'ancienne maison qui appartenait autrefois à Daniel et Laura, celle où Noah avait vécu, fut officiellement attribuée à Daniel. Le tribunal constata que Daniel avait acheté la propriété avant le mariage, et Laura n'avait aucune revendication légale sur une partie de celle-ci. Laura Jenkins fut sommée de quitter le domicile. Il lui fut interdit d'avoir un contact direct avec Noah sans l'approbation et la supervision d'une tierce partie nommée par le tribunal ou d'un thérapeute agréé jusqu'à ce qu'elle puisse fournir des preuves suffisantes d'amélioration de son comportement et de sa stabilité mentale. Le verdict frappa Laura comme un coup de tonnerre. Elle resta figée dans la salle d'audience, le visage pâle comme un linge, sans larmes à verser. Tout s'était effondré. Un après-midi de week-end, Daniel retourna à l'ancienne maison pour finaliser la remise formelle. Noah l'accompagna. De loin, Daniel vit Laura se tenir silencieusement au portail, ses yeux vides fixés sur la maison qu'elle était sur le point de perdre. Elle semblait plus maigre, ses cheveux ébouriffés, bien loin de la femme raffinée et confiante qu'elle était autrefois. Elle jeta un coup d'œil à Noah, le regret assombrissant son regard. Les mots du garçon résonnaient encore dans son esprit, « Je ne choisis pas la personne qui est là quand je suis heureux. Je choisis celle qui ne me laisse pas dormir dehors quand il pleut. Je veux juste quelqu'un qui se souvienne d'ouvrir la porte quand je rentre à la maison. » Les larmes commencèrent à couler sur ses joues émaciées, non pas de colère ou de honte, mais d'un remords profond et cuisant. C'était le chagrin de quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle avait perdu la chose la plus précieuse de toutes, un fils et un vrai foyer. Ses lèvres bougèrent, essayant de prononcer son nom, mais aucun son ne sortit. Elle ne put se résoudre à faire un pas en avant. Elle savait qu'elle ne le méritait plus. À cet instant, Laura comprit pleinement le coût dévastateur de ses mauvais choix, le prix de la cécité, de la priorité accordée à la richesse matérielle au-dessus de l'amour, d'avoir tourné le dos à son propre enfant. Elle resta là, observant Noah de loin, comme s'il était un souvenir lointain qu'elle n'avait plus le droit d'atteindre. Daniel ne dit rien. Il prit simplement la main de Noah et l'emmena à l'intérieur. La maison était la leur maintenant. Le sentiment de justice rendu se mêlait à une douce douleur, une douleur pour une femme qui s'était trop égarée et l'avait réalisé trop tard pour revenir en arrière. L'hiver était arrivé dans la ville d'Oak Creek, apportant avec lui des vents vifs et les premières neiges de la saison qui recouvraient les toits de blanc. Mais à l'intérieur de la maison aux tuiles rouges de Daniel, une nouvelle sorte de chaleur commençait à se répandre, faisant fondre le froid persistant du passé. Suite à la décision du tribunal, Daniel consacra tout son temps et son cœur à restaurer leur maison. Il repeignit la clôture blanche et planta de nouvelles grappes de géranium le long du porche. La cuisine autrefois usée brillait maintenant à la lumière du feu, emplie de l'arôme réconfortant de repas simples, des repas préparés avec amour. Noah avait officiellement emménagé avec Daniel, et la vie du garçon avait complètement changé. Plus d'après-midi passés à attendre dans la peur, craignant d'être oublié dehors. Plus de dîners silencieux et solitaires. Désormais, ses journées commençaient par le petit déjeuner préparé par son père, se poursuivaient par des trajets chaleureux à la maison l'après-midi, et se terminaient par des soirées de lecture et de jeux de société ensemble. Daniel travaillait toujours au garage de Bill Harris, et le vieux propriétaire comprenait toujours son emploi du temps. Il savait que Daniel avait besoin de temps pour son fils. Un après-midi d'hiver paisible, alors que les flocons de neige commençaient à tomber doucement, Noah rentra de l'école avec son sac à dos de dinosaure familier en bandoulière. Mais cette fois, il n'y avait aucune peur, aucune hésitation dans ses pas. Il s'arrêta sur le porche d'entrée et fouilla dans la poche de son manteau. Il en sortit une petite clé en bois, ses bords usés, légèrement ébréchés. C'était une clé jouet que Daniel l'avait aidé à sculpter quand il était très jeune. Elle n'était pas en métal, et elle ne pouvait ouvrir aucune porte, mais pour Noah, elle était plus précieuse que n'importe quelle vraie clé. C'était un symbole de foyer, de sécurité, et d'un amour qui ne le laisserait jamais, jamais dehors. Noah glissa la clé en bois dans la serrure et la tourna doucement. Le grincement familier de la porte en bois résonna doucement alors qu'elle s'ouvrait. Une vague de chaleur et la douce odeur des gaufres à la cannelle l'enveloppèrent. À l'intérieur, Daniel était assis dans la cuisine près de la cheminée lumineuse, lisant un vieux livre. La douce lumière jaune de la lampe de table projetait une douce lueur sur son visage, qui portait désormais moins de la fatigue d'autrefois, remplacé par un sentiment tranquille de paix et de contentement. En entendant la porte, Daniel leva les yeux. Il sourit d'un sourire doux et chaleureux. « Tu es rentré, Noah. J'ai fait tes gaufres préférées. » Noah ne dit pas un mot. Il courut droit vers son père et jeta ses bras autour de lui, enfouissant son visage dans la poitrine de Daniel.
Daniel le serra fort, s'imprégnant de la chaleur et du calme de ce petit corps familier. Entre deux, aucun mot n'était nécessaire, juste un regard, un souffle, la simple présence de l'un l'autre. C'était le langage de l'amour inconditionnel. Ce soir-là, père et fils partagèrent le dîner à la table de la cuisine. L'odeur des gaufres, la vapeur du thé chaud et le doux crépitement du bois de chauffage dans l'âtre remplissaient la pièce. Tout était simple, pourtant plein de bonheur. Noah raconta à son père sa journée à l'école, les nouveaux amis qu'il s'était faits. Daniel écoutait, souriant de temps en temps, tendant la main pour ébouriffer doucement les cheveux de son fils. Après le dîner, tandis que Noah aidait à nettoyer, Daniel ouvrit un petit tiroir dans la cuisine. Il en sortit un petit cadre en verre. À l'intérieur se trouvait un vieux morceau de papier jauni. C'était la toute première note qu'il avait jamais écrite à Noah, la nuit où il avait discrètement laissé des biscuits sur le porche, « Je suis là, toujours ». Daniel plaça soigneusement le cadre sur l'étagère, juste là où Noah pouvait le voir tous les jours. Quelques jours plus tard, une lettre arriva à la maison de Daniel, estampillée du sceau officiel du tribunal. Daniel l'ouvrit. C'était une brève note de la juge Maria Bell. Elle écrivait « Cher monsieur Daniel Carter, je vous écris cette lettre pour vous exprimer ma sincère gratitude. Votre affaire avec Noah Carter n'était pas seulement une affaire juridique, ce fut une profonde leçon de paternité et de résilience. Vous nous avez aidés non seulement à entendre la voix d'un enfant, mais à véritablement témoigner du pouvoir de l'amour inconditionnel. Je vous souhaite, à vous et à Noah, tout le meilleur pour le chemin à venir. » Daniel sourit doucement. Il plia la lettre et la posa délicatement sur la table. Puis il regarda par la fenêtre, où la neige tombait toujours. Noah était dehors, riant et jouant dans la cour avec Lily, la fille du voisin. Ils construisaient un bonhomme de neige ensemble. Le son des rires de Noah résonnait dans l'air vif de l'hiver. Cette nuit-là, alors que Daniel bordait Noah, le garçon murmura « Papa, je n'ai plus peur de m'endormir. » Daniel caressa doucement les cheveux de son fils. « Pourquoi cela, mon fils ?» Noah se blottit dans les bras de son père, sa voix pleine de confiance et de paix. « Parce que j'ai la clé, et parce que c'est ma maison maintenant. Tu ne me laisseras plus jamais dehors. » Daniel serra son fils fort, les larmes coulant sur son visage, non pas des larmes de chagrin, mais de joie. La vieille maison, autrefois symbole de brisure et de solitude, était vraiment devenue un foyer. Un foyer n'avait pas besoin d'être riche ou luxueux, tout ce dont il avait besoin était un père dont le cœur restait ouvert, et une porte qui n'était jamais verrouillée. Le chemin de la guérison était arrivé à son terme, laissant derrière lui une histoire d'amour, de patience et de justice, chaude comme l'odeur des gaufres à la cannelle flottant dans une petite cuisine un matin d'hiver. Ainsi, l'histoire de Daniel et Noah Carter s'acheva, non pas avec un épanouissement de conte de fées, mais avec une guérison tranquille et honnête, aussi simple et vraie que la vie elle-même. La petite maison d'Oak Creek n'était plus seulement 4 murs et un toit, c'était un vrai foyer, où l'amour et la présence ne seraient jamais absents. Daniel, autrefois un soldat revenant avec des blessures invisibles, avait trouvé le sens le plus vrai de la vie en devenant l'ancre stable pour son fils. Et Noah, le garçon qui se recroquevillait seul sur un porche, se tenait maintenant droit, ouvrant avec confiance la porte à un avenir rempli de chaleur et d'espoir. Cette histoire nous rappelle que le bonheur ne réside pas dans le faste matériel ou les relations calculées. Il réside dans la patience, le pardon et l'amour inconditionnel de cœurs comme celui de Daniel, des cœurs qui plantent discrètement des graines d'espoir. Madame Mildred et Mademoiselle Amy nous ont montré que parfois un seul regard de compréhension, ou un mot d'encouragement bien placé, a un pouvoir extraordinaire. Elles nous ont appris qu'un vrai père ou une vraie mère n'est pas celui qui donne des richesses, mais celui qui ne ferme jamais la porte à son enfant, quelles que soient les circonstances. D'un autre côté, Laura a révélé le prix de la cécité et de l'indifférence. En courant après le glamour superficiel et les promesses vides, elle a perdu la chose la plus précieuse de toutes, l'amour et la confiance de son fils. Sa vie est devenue une douloureuse leçon sur les conséquences de placer les biens matériels au-dessus des liens familiaux. Et des personnes comme Ethan Blake, cachées derrière un masque de moralité tout en tissant des mensonges et des complots, n'ont finalement pas pu échapper à la justice. Sa toile de tromperie fut exposée, preuve qu'aucune injustice ne dure éternellement. Combien de cœurs l'histoire de Daniel et Noah a-t-elle touché? Avez-vous déjà été témoin d'un enfant désirant être aimé, être entendu? Et dans votre propre vie, avez-vous déjà ressenti qu'un petit acte, une présence silencieuse, avait plus de pouvoir de guérison que 1000 mots?
Poursuivons ces histoires de compassion et d'amour familial afin que chaque enfant dans ce monde puisse tenir sa propre clé et trouver toujours une porte ouverte, l'attendant pour rentrer à la maison.